Alors voilà, dans le navigateur web, vous pouvez taper ceci. C'est une adresse raccourcie que j'ai donc créée pour vous. C'est une adresse vers un lien, vers un post LinkedIn qui est tout à fait récent, là, en janvier 2023. Et vous pouvez taper ça, donc bit.ly avec les majuscules comme ça et les tirets. Et vous devriez tomber sur le post. Si vous n'êtes pas connecté à LinkedIn, il n'est pas certain que vous allez voir le post, mais c'est pas grave, je vais le projeter de toute façon. Alors, cet article qui est là est assez intéressant parce qu'il s'agit donc de Laetitia Bullock que je ne connaissais pas, mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle dit, et ça a suscité pas mal de réactions. Donc la surprise de mes clients quand je leur dis non. Donc en tant que graphiste designer, c'est... Donc, en tant que graphic designer, c'est une question qui va se poser. Est-ce que le client est votre partenaire pour faire évoluer le produit? Moi, personnellement, je travaille avec des gens avec qui j'accueille vraiment à bras ouverts toutes leurs propositions, parce que ça me permet d'aller encore plus loin que ce qu'on fait. Ils ont des idées, ils connaissent leurs produits, ils savent ce qu'il faut faire, ils connaissent la concurrence à fond. Donc moi, personnellement, ça ne me dérange pas quand le client s'y connaît. Et quand au niveau relationnel, par les emails, ça se passe bien, c'est respectueux, ce sont des suggestions, nous aimerions si possible... est-ce que c'est possible? Voilà. Mais alors, avec d'autres clients qui sont vraiment des connards, ils vont tout vous proposer. Et bien sûr, se pose la question de la facturation. Quand le client vous dit que ce que vous avez fait n'est pas bon et qu'il faudrait que ce soit autrement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez fait une faute et vous le prenez sur vous? La correction, ça va être gratuit? Ben, normalement, non, mais c'est pas toujours évident si on s'est décidé sur un prix au départ. Donc il faut parfois mettre le haut là. Alors pour la petite histoire, je connais des gens qui travaillent dans la création publicitaire pour la TV. Ils en avaient tellement marre des réunions avec les clients qu'ils ont fini par agir. Les réunions avec les clients où il y avait le client, la femme du client, à la limite les enfants du client qui étaient là. C'est pas anodin, je vais vous expliquer pourquoi. Et ils en avaient tellement marre de perdre de l'argent et du temps qu'ils ont trouvé la solution. Ils facturent les réunions. Toute réunion avec le client, toute discussion est facturée à l'heure. Et évidemment, les corrections aussi, si le client demande des corrections. Pourquoi c'est emmerdant d'avoir la femme du client ou les enfants? On arrive à des situations débiles. La personne donc qui crée des films publicitaires me disait on a un client, à chaque fois, la femme demande pour que dans la publicité, il y ait un chat. On en est là, quoi. On en est là. Alors, avant de lire ça, je vais peut-être vous montrer le poster. Le poster qui a suscité pas mal de réactions et qui continue de susciter des réactions. Donc vous avez une affiche et vous avez des réactions typiques du client. Donc plutôt déçu, la photo est floue. Attention, en impression offset, chez un imprimeur, si votre photo est trop nette, ça crée des moirés, ça crée des problèmes. L'impression offset, la transition des pixels vers les trames, les points de trame, utilisés en offset, vous voyez, nécessite que la photo soit un peu floue. Mais donc dans ce cas-ci, évidemment, c'est une blague, parce qu'ils n'ont pas compris que c'était un effet bokeh peut-être. Mais j'en profite pour préciser ce petit problème technique, il faut faire attention à ça. Ne faites pas si c'est pour l'impression offset chez un imprimeur, ne faites pas des photos trop nettes. Vous allez avoir des problèmes techniques. Alors, la typo n'est pas très fun, merci de changer. Pas la charte, grossir le logo et mettre le fond vert. C'est quoi cette mode des prints minimalistes? J'ai l'impression qu'il manque des trucs. Burger seul, pas appétant et trop fake, mettre plutôt une vraie photo de menu.
Grossir et centrer la promesse. On comprend pas, soyez précis pour les horaires, plus mettre un picto horloge. Ça manque d'humain, placer une famille SVP. On parlait des chats. Mettre le site web en gros avec OK, les 3 fois W. Mettre le logo en gros là. Ajouter des mentions légales ici. Ça, c'est pas nécessairement idiot. Mais où est le nom de la marque? Placer la liste des restaurants participants ici. Le fond est trop froid. Placer une photo d'un de nos restaurants éco-responsables. Voilà. Donc, typiquement, c'est pour rigoler, évidemment, ce poster. C'est pas un vrai. Mais c'est pour montrer quel est l'avis du graphiste par rapport à un client. Ce qui m'amène à ressortir mon petit site 60 millions de graphistes que je vous ai peut-être déjà montré. Non? Alors, 60 millions de graphistes, c'est un site qui existe depuis pas mal de temps. C'est un Tumblr, vous voyez. Et ça, c'est intéressant pour les graphistes, parce que ça, surtout les graphistes débutants, évidemment, les graphistes professionnels, ça peut les faire marrer, les débutants, ça peut les éduquer. C'est un site qui répertorie les pires affiches qui existent. Genre foire au boudin dans les villages, des choses comme ça. Et vous allez voir que ce qui est typique dans ces affiches, on revient à ce qu'on a vu juste avant, les petites annotations que le client avait fait et qui finalement vont faire quelque chose de très complexe comme affiche et on va arriver à des affiches avec du remplissage, pas d'espace vide quasiment. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Ah, il y en a certainement qui sont faits sur Word, bien sûr. Mais ça, c'est une inspiration exceptionnelle. Alors, pourquoi pas? Parce que ça correspond à un public, le public de la foire au boudin du village de Jean-Beau Hilary-Paille. Ils ont l'habitude de voir des affiches pourries, et peut-être que si on leur met une belle affiche, ça va pas correspondre. On peut dire qu'au niveau ciblage de la clientèle, ça peut être bien. Mais il y a des choses vraiment... Vous voyez que ce qui est typique, c'est quand même qu'il y a beaucoup de remplissage, en fait. Dans ce style-là. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont engagés, ils vont faire ça, ils vont être engagés plus facilement. Oui, en effet. Si vous avez affaire à une boîte de pub qui fait des choses pourries, un graphiste qui fait des choses pourries comme ça, pourrait trouver un boulot dans la boîte de pub. Ça, c'est comme ça. C'est comme la bouffe. Vous faites des choses trop grasses et c'est ce qui est justement demandé par le public, c'est vous qui allez être engagé. Dans ce qui est typique, c'est le remplissage. Alors, à titre personnel, dans ma carrière, qui est quand même extraordinaire, excusez-moi de me la péter encore une fois, non, je rigole, mais dans ma carrière, j'ai fait notamment de l'enseignement à distance, c'est-à-dire de la mise en page, parce qu'à l'époque, le web n'était pas très développé, de la mise en page de livres scolaires. Donc il y a des boîtes qui sont spécialisées dans les livres scolaires, genre Van Dien, des choses comme ça. Ceux qui ont des enfants voient ça, les enfants travaillent avec ce genre de... Et ils sont très bien faits, ces livres-là. Par contre, il y a des institutions publiques qui s'occupent d'enseignement à distance dans tel ou tel pays, je ne cite pas lequel, et qui s'en foutent de la mise en page. Donc la consigne, c'était, une fois que j'avais fait ma belle mise en page, mais on va quand même essayer de réduire le nombre de pages pour gagner 30 centimes. Donc, il faudrait remplir plus, il faudrait aller plus près du bord. Et donc, je finissais par faire des mises en page ultra moches, et ça m'a gonflé, je dois dire. Et voilà, ça, c'est une demande client. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Juste pour gagner quelques pages, quoi. Alors qu'on sait, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les manuels scolaires professionnels, notamment Van Dien dont j'ai parlé, on sait qu'une belle mise en page avec de l'espace, des titres qui se détachent bien des paragraphes, une belle lecture de la hiérarchie, c'est important. Alors, celle-là, je pense que c'est la pire, en fait. Celle du milieu. Parce que non seulement il y a l'affiche, mais il y a le jeu de mots pourri. Mais tant qu'à faire. Ceci dit, pourquoi pas, ça peut être un ciblage particulier. Je vous laisse découvrir ça, mais je trouve que c'est intéressant. Alors,
Et on reste dans le sujet en fait. Hein. Et alors, dans le sujet, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce courant, l'anti-design. Alors, l'anti-design, je vous en avais parlé ou vous en avez pas entendu parler ailleurs? Ok, l'anti-design, c'est particulier parce que c'est fait par des gens qui maîtrisent, voyons un peu ça, ah oui, ok, des gens qui maîtrisent les logiciels, mais qui sciemment, expressément, cassent les codes habituels de la mise en page, et parfois ce n'est pas extrêmement facile de lire, mais quand vous voyez quelque chose comme ça, ne vous dites pas, tiens, c'est du même acabit, c'est du même genre que sur 60 millions de graphistes, c'est pourri. Non, c'est un genre, c'est l'anti-design, on se démarque de la concurrence, on casse les codes et ça peut plaire à un certain public. Donc voilà. Oui, évidemment, vous avez des animations sur les affiches. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de jeux avec la typographie en grand, ce qu'on appelle la macro-typographie. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est l'anti-design, vous voyez ça, vous vous dites, mais c'est vraiment pourri. Mais non. Ah ouais, bah il faut être tout seul. Même il faut être dans ton truc et intégrer ce genre de choses. Ça répond notamment à tout ce qui est milieu de l'art, en fait. Hein. Tout ce qui est évidemment communication à propos de l'art peut se permettre de faire de l'anti-design.